Jeudi 14 février, merci de nous suivre, bienvenue. Le président du Niger a envoyé un émissaire à la rencontre de son homologue ivoirien. Le ministre nigérien de l'Environnement et du Développement durable a transmis une invitation au président Alassane Ouattara pour la première réunion des chefs d'État sur la commission climat de la région du Sahel. La Cour de justice de la CEDEAO, en mission de sensibilisation à Abidjan, elle a décidé de se rapprocher des populations ouest-africaines. L'idée est d'abord de se faire connaître auprès des populations des pays qui composent la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Sur la scène politique ivoirienne, la démission du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est effective depuis le 8 février dernier. Que disent les textes dans un tel cas de figure? Quelle presse aura à l'Assemblée nationale? Le dossier politique de ce jeudi s'intéresse à ces questions. Et puis le 14 février, Saint-Valentin, dans de nombreux pays, cette fête des amoureux est l'occasion pour les couples d'échanger des mots doux, des cadeaux qui sont perçus en ce jour comme des preuves d'amour. Les commerçants aussi se frottent les mains. Un grand angle sur la Saint-Valentin en fin de journal. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour ce journal sur RTI 1. Bonsoir à tous. Le ministre nigérien de l'Environnement et du Développement durable est en visite en Côte d'Ivoire. Il a été reçu ce matin par le vice-président ivoirien. Il est porteur d'un message du président du Niger. C'est une invitation adressée au président Alassane Ouattara pour la première réunion des chefs d'État sur la commission climat de la région du Sahel qui va se tenir au Niger. Mahama Traoré. Sécheresse, inondations récurrentes, avancée du désert pour certains pays ou de la mer pour d'autres, autant de phénomènes qui portent la marque du réchauffement climatique dans la région du Sahel. Une menace qui a suscité la création de la commission climat de la région Sahel. Elle a pour vocation de fédérer les initiatives des États du Sahel face au réchauffement climatique. La commission vient d'élaborer un plan d'investissement climatique, plan qui sera présenté aux chefs d'État les 25 et 26 février prochains à Niamey au Niger. Le président Alassane Ouattara est convié à cette rencontre par son homologue nigérien Mahamadou Issoufou, qui assure la présidence de cette commission. De ce plan d'investissement climatique, nous avons extrait un programme dit régional prioritaire qui lui a été chiffré à 30 milliards de dollars. Et évidemment, l'accord de Paris stipule que nos États qui, il faut le dire, sont les moins pollueurs en termes de changement climatique. Ils sont beaucoup plus victimes des changements climatiques. Bien que l'agenda climatique mondial soit évolutif, nos pays ont quand même pris ces engagements et ont décidé d'apporter une réponse de façon cohérente et concertée. C'est ça la traduction de ce plan d'investissement. Ce sommet sera aussi marqué par une table ronde des bailleurs de fonds dont la contribution est attendue pour financer le plan climat de la zone Sahel. Rappelons que la commission climat de la région Sahel a été mise sur pied en novembre 2016 à Marrakech au Maroc, en marge des travaux de la COP22, la 22e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. La Cour de justice de la CEDEAO se rapproche des populations ouest-africaines. Une délégation est en mission de sensibilisation à Abidjan. Elle a rencontré ce jeudi la presse au cabinet du ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. L'idée étant de se faire connaître auprès des communautés qui composent la CEDEAO. Gabriel Zani. La CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, a 44 ans. Sa cour de justice, elle, a 18 ans. La nécessité de la Cour s'est imposée avec le temps, nourrie par le désir d'intégration des communautés des 15 États qui composent l'organisation ouest-africaine. Au départ, on n'avait pas mis parmi les compétences de la Cour les droits de l'homme. La Cour avait pour rôle l'interprétation du traité, le règlement des litiges entre les États ou le règlement des litiges d'un État contre les autres États, le règlement des litiges des États contre la commission de la CEDEAO. Lorsque le traité a été revisité, il y a eu donc l'adoption d'un protocole relatif à la Cour, qui a prévu que la Cour pouvait aussi juger les affaires concernant la violation des droits de l'homme.
Composée de 5 juges de plus de 20 ans d'expérience de haute valeur morale, la Cour de justice de la CEDEAO se veut indépendante. Lorsqu'un citoyen, une citoyenne, estime qu'elle est victime de violation de ses droits, donc elle adresse une requête à la Cour, au greffe de la Cour. 2 conditions sont à réunir. La requête ne doit pas être anonyme, c'est-à-dire qu'il faut que la requête indique clairement l'identité du requérant. Et l'affaire ne doit pas être pendante devant une autre cour également compétente. À Abidjan, pour une mission de sensibilisation de 2 jours, la délégation de la Cour de justice de la CEDEAO multiplie les rencontres avec la presse. L'idée, faire des médias ses relais et, in fine, se rapprocher de tout justiciable de la communauté économique. Dans une communauté telle que l'espace CEDEAO, nous aspirons à vivre en paix, nous aspirons à ce que la population puisse vivre en sécurité, puisse jouir de tous leurs droits. La Cour est à la disposition des populations et à la disposition également des États. Depuis sa création en 2001, la Cour de justice de la CEDEAO a statué sur 195 affaires et rendu 197 décisions, dont 13 jugements en lien avec la Côte d'Ivoire. La mission à Abidjan succède à celle du Ghana. La juridiction prévoit se rendre bientôt au Libéria et en Sierra Leone. Dans l'actualité politique ivoirienne, la démission du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, suscite des réactions aussi bien des acteurs de la sphère politique que des profanes. Elle est bien effective depuis le 8 février dernier, mais que prévoient les textes de l'Assemblée en un tel cas? Des réponses dans le dossier politique de ce 20h. Il porte la signature d'Herman Guivet. Nous sommes le 8 février 2019, 11h52. Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire depuis 7 ans, est sur le point de faire une annonce importante. Devant 245 députés sur les 252 siégeants, il prend la parole et déclare: Je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Peu après l'annonce de sa démission, Guillaume Soro quitte l'hémicycle dans ses habits neufs d'ancien président de l'Assemblée nationale. Dès l'annonce de sa démission, les réactions ne se font pas attendre. À chaud, celles des députés au nombre desquels la voix du groupe parlementaire PDCI-RDA. Le groupe parlementaire PDCI-RDA prend acte de la démission du président Soro Guillaume. En même temps, le groupe parlementaire PDCI-RDA regrette que cette démission soit liée au congrès du RHDP. Sa démission n'est que consécutive à sa mise en retrait de la majorité représentative dans une assemblée nationale. C'est la majorité qui a le perchoir. Dès l'instant que M. Guillaume Soro ne se reconnaît plus dans la majorité, il va de soi qu'il démissionne. En mission à l'extérieur, Touré Mamadou, porte-parole du RHDP, ne manque pas de réagir. Vous savez, dans tous les pays au monde, dans toutes les démocraties au monde, le président de la Chambre parlementaire est issu de la majorité parlementaire. Aujourd'hui, la majorité de notre Assemblée nationale, avec près de 164 députés sur les 252 députés, est du RHDP. Il était tout à fait logique que le président de l'Assemblée nationale soit issu de la majorité parlementaire. À partir du moment où Guillaume Soro ne se reconnaissait pas dans cette majorité parlementaire, mais c'est une logique qu'il rende sa démission et que le RHDP élise un président de l'Assemblée nationale issu donc de la majorité. L'annonce d'une démission qui, pendant plusieurs semaines, semblait flirter avec les réseaux sociaux et à laquelle s'étaient préparés certains partis politiques, notamment le Front populaire ivoirien. Dans ses bureaux, situés au 4e étage, nous retrouvons le vice-président chargé des affaires juridiques et internationales au FPI, Pierre Dagogodé. Pour lui, la question est importante et mérite que l'on s'y attarde afin d'en saisir sa profondeur. Dès l'annonce de cette décision, le parti a produit une déclaration pour livrer sa position. La démission du président de l'Assemblée nationale, nous la regrettons parce que nous considérons que M. Soro Guillaume est un acteur majeur de la vie politique ivoirienne. Nous la regrettons aussi parce que cette décision fragilise l'institution même que représente l'Assemblée nationale, qui est le creuset
n'est-ce pas, de la représentation du peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce que nous regrettons, mais nous pensons que cette démission, bon, elle est déjà faite. Il faut en tirer les conséquences. Pour le président Fingessa, pour le Front populaire ivoirien, la Côte d'Ivoire a besoin de paix, la Côte d'Ivoire a besoin de sérénité. Ensemble, construisons un discours politique rassurant, un discours politique qui est respectueux des institutions de la République, respectueux des personnalités qui l'incarnent, et un discours politique qui puisse amener les Ivoiriens à se retrouver autour d'un objectif commun. Cet objectif commun, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui intéresse plus le Front populaire ivoirien. Que pense l'URD de cette décision? Eh bien, pour le savoir, nous avons rencontré la présidente de ce parti, Danielle Boni-Claverie. Écoutez, de notre part, elle suscite un certain nombre de réflexions. Sa démission, il est tout à fait normal que le fait que cela touche un président d'institution ne peut pas être considéré comme un fait anodin. Et nous constatons qu'il y a une certaine émotion vis-à-vis de cette démission. Je pense également que Guillaume Soro a bien fait de démissionner. Entre le tabouret et le fauteuil, le chemin va être long et périlleux. Alors je dis à Guillaume Soro, bon vent, bon courage et à quoi bas dans l'opposition. L'opposition ouvre grand ses bras à Guillaume Soro, sans verser dans un quelconque alarmisme et n'ayant pas la saine capacité de mesurer le kilométrage de la distance entre le tabouret et le fauteuil. Nous choisissons de recourir à l'avis d'un politologue pour analyser l'impact que pourrait avoir une telle décision sur le plan institutionnel et politique. Quelle lecture peut-on faire de ce nouvel engagement politique de l'ex-président de l'Assemblée nationale? M. Guillaume Soro a été assez clair, hein. Il a dit qu'il préférait suivre ses convictions. C'est clair qu'il s'engage déjà pour 2020 d'une manière ou d'une autre. Et sachant que s'il restait dans sa formation politique, il n'a pas assez de chances d'être le candidat de son parti. C'est une manière de se libérer de cette tutelle politique en vue de s'en tenir à sa conscience, d'où son discours qui, selon lui, l'amène à se tenir à ses convictions politiques. On prête beaucoup d'intention à M. Guillaume Soro, mais le seul à savoir où il part. On parle de ralliement à la plateforme de M. Bédier. On attendra de voir les propositions. C'est un peu la difficulté du champ politique ivoirien. On s'attarde sur les personnes et non sur les projets. Maintenant qu'il dit être libre de ses mouvements, on verra les propositions qu'il verra et on verra si ces propositions-là peuvent faire bouger les lignes. Que pense le citoyen lambda de la démission de Guillaume Soro? On va vous dire que lui, il a démissionné, donc à la longue, je sais qu'il va créer son parti, ça se voit déjà. Tous les Ivoiriens ont dû vers la paix en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que quand il n'y a pas la paix, rien ne marche. Cette décision est courageuse venant de sa part, puisque pour être en phase avec ses convictions, comme lui-même il a dit, il était aussi important à un moment donné qu'il prenne cette décision que de rester dans le flou. Guillaume Soro, parti de la présidence de l'Assemblée nationale, comment vont désormais évoluer les choses? Direction l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Nous sommes informés de la tenue d'une réunion du président par intérim de l'Assemblée nationale avec les députés de la Commission des affaires sociales et culturelles. Point à l'ordre du jour, travailler à l'organisation de la prochaine élection du président de l'Assemblée nationale. Avant d'en arriver jusque-là, comment évolueront les choses à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? La Constitution prévoit les cas de vacances. C'est soit le décès, soit l'empêchement absolu, soit la démission. Donc, vu sous cet angle, il n'y a pas de crise dans le cas de la démission. Et cela donc ouvre droit à un intérim qui est assuré donc par le doyen des vice-présidents du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, en l'occurrence, le président Diawara Mamadou. Le président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume, a démissionné le 8 février. En principe, au plus tard le 8 mars, devrait prendre fin l'intérim. On devrait installer le nouveau président. Cela doit être fait avant le 9 mars. Et les conditions d'éligibilité sont assez simples. Il s'agit d'être député de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas d'autres conditions que cela. Après avoir passé environ 7 ans à la tête de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro range ainsi la toge de président de l'Assemblée nationale. L'intérim est pour l'instant assuré par le doyen d'âge du groupe parlementaire RHDP, Diawara Mamadou.
Un dossier réalisé par le service politique de la rédaction. Fraîchement porté à la tête de la société d'exploitation aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam, Jean-Louis Moulot a entamé une série de visites dans les aéroports de l'intérieur du pays. À Boaké, il annonce des investissements à hauteur de 4 milliards de francs CFA afin de mettre l'aéroport de la ville aux standards internationaux. Le reportage de Léon Bro. Aérogare, caserne des sapeurs-pompiers, bloc technique, centrale électrique, tour de contrôle, station météo, piste d'atterrissage, bref, toutes les installations de l'aéroport international de Boaké, passées au peigne-fin par le nouveau directeur général de la société d'exploitation aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam. 3 heures pour voir et échanger pour comprendre. Puis Jean-Louis Moulot peut dérouler son programme de réhabilitation de l'aéroport de Boaké. L'aéroport de Boaké est doté de belles infrastructures, notamment une piste qui est la 2e en importance, en longueur, sur toute l'Afrique de l'Ouest. Nous avons besoin de mettre à niveau ces équipements, de réhabiliter également la tour de contrôle, parce que celle qui est utilisée aujourd'hui n'est plus aux normes. Ensuite, nous avons des travaux de réhabilitation de bâtiments. Nous avons des travaux également d'équipement en termes de tenue pour un certain nombre de personnels, en termes de matériel de travail, matériel roulant également, sur lesquels des efforts particuliers seront consentis. Plus de 4 milliards de francs CFA, le coût de ces travaux en prélude au contrôle par l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, des aéroports ivoiriens en octobre 2019. Il s'agit aussi de préparer l'aéroport de Boaké à effectuer des vols internationaux. Dans la capitale politique, le nouveau directeur général de la Sodexam s'est félicité des performances de l'aéroport de Yamoussoukro, également sous contrôle de l'OACI. Des investissements ont été consentis par l'État, ce qui nous permet d'avoir une plateforme avec des équipements modernes. Je crois que l'investissement ici portera essentiellement sur les ressources humaines en termes de formation, en termes de revalorisation des traitements. Ces promesses pour Jean-Louis Moulot valent pour tous les agents de la Sodexam et se veulent des innovations dans la dynamique d'un transport aérien ivoirien plus compétitif. Il est lui aussi en tournée dans les structures sous sa tutelle. Le nouveau chef d'état-major général des armées s'est rendu à l'hôpital militaire d'Abidjan. Il a pu visiter les nouvelles infrastructures de l'hôpital militaire d'Abidjan et entend mettre la santé au cœur de son action. Lutte contre la lèpre, lutte contre l'ulcère de Burli et le pian, des maladies tropicales à manifestation cutanée. 6 districts sanitaires de la Côte d'Ivoire sont concernés par un projet pilote. Il sera exécuté grâce à une convention du ministère de la Santé et d'une fondation espagnole qui entend contribuer à la lutte à hauteur d'environ 1,5 milliard de francs CFA. L'année 2018 a eu son lot d'incendies, aussi bien à Abidjan que dans les villes de l'intérieur, avec aussi des pertes en vie humaine. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté vient en soutien aux victimes et aux familles de victimes. Grace Kando. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté apporte la compassion du gouvernement aux victimes des incendies survenus au cours de l'année 2018 dans les communes d'Adjamé, d'Abobo et de Boaké. Les ayants droit des victimes décédées ont perçu la somme de 500 000 francs CFA chacun et les blessés 100 000 francs. Nous venons de remettre symboliquement des chèques aux familles de 20 personnes décédées suite à des incendies, dont 11 à Abobo, 2 à Adjamé et 7 à Boaké. Mais également des chèques à 4 personnes blessées. C'est la compassion de l'État, c'est un geste vraiment symbolique. C'est un montant total de 10 400 000 francs. Et donc nous présentons nos condoléances aux familles pleurées et nous prions pour le repos de l'âme des défunts. Et nous prions le Seigneur également afin que les blessés puissent se rétablir le plus rapidement possible. L'initiative est saluée par les bénéficiaires. J'ai perdu deux de mes enfants dans l'incendie à Abobo. J'avais un fils de 21 ans qui était en droit à l'université, un second qui venait à peine d'avoir le BPC l'année dernière. Moi, je dis merci. Merci au gouvernement, merci au président de la République. Et vraiment,
Merci à Madame la ministre de la Solidarité. Je suis très heureux d'avoir reçu ce chèque. Bon, vraiment, nous remercions beaucoup Madame la ministre de la Solidarité. Ce geste va droit au cœur. Les victimes des incendies de Yopougon et de Bassam ont été eux aussi visitées par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Dans l'actualité internationale du jour, un accident sur le fleuve Niger entre le Bénin et le Niger hier après-midi a fait une quarantaine de disparus. 64 passagers ont pu être secourus après le chavirement de la pirogue qui les transportait. Mais on démarre au Cameroun où l'opposant Maurice Kamto a été inculpé. Au Cameroun, Maurice Kamto a été inculpé par le parquet du tribunal militaire de Yaoundé pour insurrection et hostilité contre la patrie. Au total, 29 personnes sont concernées par ces inculpations, parmi lesquelles 28 partisans du mouvement pour la renaissance du Cameroun. L'opposant camerounais s'est fait remarquer dans sa contestation de la réélection du président Paul Biya lors de la présidentielle de 2018, dont il revendiquait la victoire. Mercredi, une pirogue a coulé dans le fleuve Niger avec les habitants du village de Goroberi au Bénin. Une quarantaine des occupants sont portés disparus. Selon le témoignage du conducteur, alors qu'ils étaient à 200 mètres de la berge, un vent violent a renversé la pirogue. Le gabarit de la barque, la surcharge et l'irrespect des mesures de sécurité seraient les causes de ce naufrage, selon les autorités béninoises. Le groupe Airbus vient de décider de mettre un stop à sa production de l'A380. Le fabricant est mis en difficulté financière par des commandes qui ne lui permettent plus de couvrir les frais engagés dans la confection du gros porteur. Son principal client, la compagnie Emirates, a revu à la baisse son besoin avec seulement 14 appareils qu'elle achètera cette année. Les A330 et A350 sont des avions de remplacement de commandes pour cette compagnie aérienne. Retour en Côte d'Ivoire pour la rentrée culturelle du ministère de la Culture et de la Francophonie. Le pain tissé et les atouts traditionnels ivoiriens sont mis en valeur. Isaïo. Danse patrimoniale avec le groupe Soteka, du zougou et des interprétations des chansons de James Brown avec l'artiste Mr. Johnny. Baïs Pinto, le rossignol de la musique ivoirienne en attraction. La traditionnelle rentrée culturelle du ministère de la Culture et de la Francophonie a tenu toutes ses promesses. Au cours de cette cérémonie, 17 agents et artistes du département culturel ont été distingués. Je dois quand même donner l'exemple à notre pays qui a eu une histoire. Donc je suis mal placé pour donner le mauvais exemple, tu vois. Donc c'est dans cette logique-là et en écoutant beaucoup ma grand-mère aussi que j'ai décidé de me réconcilier avec presque tous ceux avec qui je travaille. Voilà. Nouvellement porté à la tête de la RTI, Radio-Télévision ivoirienne, Fosseni Dambélé, ancien directeur du cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie, a rendu hommage au ministre Maurice Kwaku Bandama pour ses actions en faveur du département de la culture en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le rayonnement culturel de notre pays va au-delà des frontières. Quelquefois où j'ai eu l'insigne honneur de vous représenter à des forums au niveau international, beaucoup ont dit on aimerait avoir Bandama Maurice comme ministre de la Culture chez nous. Cette rentrée culturelle a été l'occasion pour le ministre Maurice Bandama de dresser le bilan culturel de l'année écoulée. Le bureau de l'ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, a cité la Côte d'Ivoire comme un modèle. Et cette instance de supervision a classé notre pays parmi les 5 pays africains les plus dynamiques en matière de promotion culturelle. Notre cinéma est classé parmi les 5 meilleurs pays de cinéma. Nos sociétés de droits d'auteur, le Burida est classé aujourd'hui parmi les 5 premières sociétés de droits d'auteur d'Afrique, grâce au travail que vous faites, que nous faisons ensemble. Au cours de l'année 2018, le patrimoine vestimentaire national a été mis en valeur. Pour la 2e année consécutive, la valorisation de ce patrimoine est reconduite. Une manière d'encourager les Ivoiriens à se vêtir
en paille traditionnelle et tissée. Grand angle ce soir sur la Saint-Valentin, fête dédiée à l'amour. Nous sommes le 14 février, c'est le jour J et le dernier virage pour les commerçants qui rivalisent d'ingéniosité pour séduire les amoureux. Pour certaines entreprises, il n'y a pas que l'intérêt commercial, c'est aussi l'occasion de démontrer que le business peut avoir un visage humain. Didier Nguessan. Comme toute période festive, la célébration de l'amour est aussi une aubaine pour les entreprises. Elle propose des offres promotionnelles pour attirer le plus de clients. Derrière ce prétexte commercial, il y a certes du chiffre d'affaires, mais pas que. La compagnie aérienne nationale entend remettre l'amour au cœur du business. Il est vrai que toute entreprise a un but lucratif, mais au-delà, il est important pour elle de construire une relation émotionnelle et affective durable avec ses clients, d'où l'intérêt pour elle de s'intéresser aux moments clés de leur vie. Ce que je crois surtout, c'est qu'une entreprise, à un moment donné, doit revêtir un visage humain. Des offres promotionnelles diversement appréciées par les clients. Au lieu de faire ça pour les fêtes de Saint-Valentin, d'aller mieux que ça, pour nous arranger les clients que nous sommes. Pour les amoureux, c'est bien. Pour la fête des amoureux, les centres commerciaux, restaurants et autres commerces ont fière allure. Après les fêtes de fin d'année, la Saint-Valentin représente une période importante pour réaliser de meilleures ventes. Le e-commerce est aussi connecté à la Saint-Valentin. Sur ces sites de vente en ligne, c'est la foire aux offres. Les prix sont revus à la baisse, de quoi satisfaire les clients. Soit je paye mon sac à 10 000, 15 000, mais pour la promo de Saint-Valentin, je paye le sac à 5 000, 8 000. Les entreprises se font de l'argent pour pouvoir avoir aussi, comme nous aussi, ça nous arrange. Certes, l'entreprise, c'est le profit, mais avant tout, c'est l'homme qui crée le profit. Donc, il faut le mettre dans le diapason d'un bien-être. Donc, moi, je pense que c'est l'opportunité. Les entreprises doivent saisir ça. Non seulement ils pensent à nous, et puis ils profitent de ça pour se faire un peu d'argent aussi. Opportunité commerciale ou véritable culture sociale. Quoi qu'il en soit, la célébration de la Saint-Valentin, c'est du gagnant-gagnant entre entreprises et consommateurs. Ce 14 février, l'amour se conjugue donc à tous les temps. Dans le monde des artistes, ce n'est pas toujours chose aisée. Nous avons rencontré une star ivoirienne qui, par contre, a su tirer son épingle du jeu et préserver sa vie sentimentale. C'est depuis les années 70 que Baïs Pinto écrit cette musique de l'amour avec son épouse. Régis Kofi l'a rencontré. Concilier la vie de star et la vie amoureuse n'est pas souvent aisé. Ils sont pour certains sportifs, acteurs, animateurs, ou pour d'autres, danseurs ou artistes chanteurs. Adulés du grand public, certains ont même reçu des déclarations amoureuses en pleine prestation. Mais comment reconnaître le véritable amour parmi ces multiples situations de drague? Ce bon choix, Baïs Pinto a su le faire. C'est à Yopougon, au quartier Académie, que nous avons rencontré celui qu'on appelle la Voix d'Or et qui a à son actif 45 ans de carrière musicale. On se fait une idée, on se fait un choix, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Moi, personnellement, à part quand ma femme était une belle femme, c'est l'autre côté, c'était sa façon de me faire la cuisine. Alors là, elle est extraordinaire à ce niveau-là. L'histoire de Baïs Pinto et de son épouse a du vécu. Voilà plus de 40 ans aujourd'hui que Galé Bailly Sylvestre, alias Baïs Pinto, a gagné le cœur de Florence. Notre rencontre a été simple. Je suis allé au stade, je l'ai vue, elle m'a plu, mais je ne savais pas comment faire pour l'aborder. Après le stade, je suis allé dans un autre environnement où je parlais d'elle à un de mes amis là. Et il y a quelqu'un qui a dit, ah, on dirait que c'est ma soeur, hein. J'ai dit, votre soeur? Il dit, si. Il dit, bon, on va l'appeler alors. Et c'était comme ça. Et elle est venue, on a sympathisé, et puis bon, voilà. Pas facile d'être l'épouse d'une star, mais lorsqu'on a beaucoup d'amour, on peut braver toutes les difficultés. Mon foyer, c'est chez moi. J'ai mon foyer, mon mari, mes enfants, c'est là, c'est pas dehors. Ton mari, il est comme ton enfant. Il faut savoir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Il faut prendre soin de lui. Tu prends soin de ton mari, il est à toi. 38 ans de mariage, toujours le même amour. Le secret, c'est le respect de certains principes. Aux jeunes, s'ils veulent une femme, ils n'ont qu'à respecter la femme. Il ne faut pas qu'ils battent la femme. Ils n'ont qu'à être tolérants. Tout ira bien. Sortir beaucoup avec sa femme aussi.
Baïs Pinto et son épouse Florence sont parents de 5 enfants et grands-parents de nombreux petits-enfants. Leur amour a résisté au vent et à la tempête parce qu'ils ont toujours regardé dans la même direction. Et que disent les religieux de cette fête de l'amour? Comment la Saint-Valentin est-elle perçue dans les différentes religions? Regard croisé sur la perception de l'islam, du catholicisme et du protestantisme sur la Saint-Valentin, c'est avec Franck Quadio. 14e siècle, l'empereur Claude II interdit le mariage des soldats romains. Un prêtre arrange toutefois les mariages en secret. Il finira par mourir en martyr. Valentin est depuis reconnu comme le saint patron des amoureux. La célébration de l'amour en une date, le 14 février. Regard croisé de guides religieux. L'amour, une bien belle notion à l'origine de la création de l'humanité. L'amour qui s'exprime spirituellement en plusieurs déclinaisons. Donc, l'amour d'attrait. Il y a l'amour fraternel, et il y a l'amour agapé et l'amour conjugal. L'amour d'attrait, c'est toute forme d'attrait par rapport à un homme, par rapport à une femme, par rapport à un événement, à une nature. Mais quand deux êtres, l'homme et la femme, épanchent mutuellement leurs sentiments, naît donc l'amour. L'islam, comme le christianisme, en accord sur une réalité. L'amour ne peut s'exprimer que dans le cadre strict du mariage. L'Église reconnaît et sait et adopte et vit le mariage en tant qu'homme et femme. L'amour, comme l'amour qu'on a pour une femme, n'a lieu que dans le mariage. Et nous avons l'amour pour nos enfants, nous avons l'amour pour beaucoup de choses. Mais au-delà de cet amour, il est bien de signaler que le summum de notre amour doit être Dieu. Le mariage, au regard de la religion comme expression du sacrifice mutuel, à l'image même de Dieu fait homme pour les chrétiens et de la miséricorde d'Allah selon l'islam. La fièvre du 14 février, parlons-en. Slogan au concept. Il doit être selon la religion, gage à 2 fois, au-delà de tout symbolisme. Le symbolisme, c'est de trouver une date et à partir de cette date-là seulement montrer son amour à sa dulcinée. Non, l'amour c'est toute une vie. L'amour c'est accepter de cheminer ensemble à travers le mariage. L'amour c'est accepter de prendre soin de l'autre. Tu es arrivé à quel stade de l'amour pour mon prochain, pour le conjoint? Est-ce l'amour fraternel? Est-ce l'amour d'attrait? Est-ce l'amour agapé? Est-ce l'amour sacrifice? Alors si on est arrivé au dernier stade de cet amour-sacrifice, on peut dire oui, ma vie sans toi n'a plus de sens. La beauté de l'amour au-delà des clivages religieux, une autre forme de sacrifice. Difficile de cerner ou de catégoriser l'amour, mais il y a toujours un message. L'occasion de la Saint-Valentin est une occasion pour cultiver davantage notre amour, notre union. C'est pourquoi en donnant une fleur ou un cadeau à tel couple ou à tel couple, il faut regarder dans ce sens-là que c'est une façon d'entretenir cet amour. Voilà qui est dit. Célébrer l'amour, c'est célébrer la création, donc célébrer Dieu et la beauté de sa création la plus aboutie selon chacun, c'est-à-dire l'être aimé. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fête de Saint-Valentin et beaucoup d'amour dans vos maisons.